Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Politicaire, le podcast fait en collaboration avec Vedia, Scanner et l'Institut de la décision publique. Alors moi c'est Emma, je fais partie de Scanner et je serai votre animatrice du jour. Alors pour ce deuxième épisode, on a comme invité Agib El Hajaji qui est député, sénateur et également conseiller communal à Verviers. Merci d'être là Agib. Merci pour l'invitation. Alors, à tes côtés, on a également deux autres personnes. On a Joudia, qui est également membre de Scanner. Et Joudia, toi, tu vas avoir la lourde tâche de représenter les jeunes aujourd'hui. Comment tu vas ? Ça va, un peu stressant, beaucoup de poids sur mes épaules de représenter de la jeunesse, oui, mais non, ça va. J'imagine, non, mais tu vas faire ça très bien. À tes côtés, il y a également Loïc Perrin. Loïc, toi, tu fais partie de l'Institut de la décision publique et tu es notre expert du jour. Comment tu te sens pour cet épisode ? Je me sens très très bien, je suis ravi d'être avec vous. Parfait, trop bien. Et donc, comme je le disais, Agib, tu es notre deuxième invité. Et donc, j'ai demandé à tout le monde comment il allait. Toi, est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Oui, ça va bien. Journée chargée, mais ça va bien. Trop cool. Du coup, j'ai déjà un peu dit tes fonctions, mais nous, on s'est dit qu'on voulait quand même en apprendre un peu plus sur toi et ton parcours politique. Donc, on va commencer. Je vais te dire des petites phrases et tu vas devoir les compléter le plus rapidement possible. D'accord. J'espère que tu es prêt. Oui. C'est bon. Allez, go. Donc, je m'appelle... Agib. Ok, je suis née le... 21/12/81. A. Verviers. J'appartiens au parti. Écolo. J'exerce en tant que... Mandataire public. Ok. Je suis en poste depuis... Là, ça va faire 18 mois comme député, mais plus si je prends conseil communal. Ok. Avant de faire de la politique, Avant de faire de la politique, je travaille comme ingénieur dans le domaine de l'énergie. Ok. Ma plus grande victoire politique, c'est... Ma plus grande victoire politique, c'est de rester en cohérence avec mes valeurs. J'ai voulu faire de la politique parce que... En fait, c'était le prolongement de mes engagements associatifs. Si je n'avais pas embrassé une carrière politique, Probablement celle d'enseignant, où j'aurais continué dans ce que je fais comme ingénieur dans le domaine de l'énergie. Et attention, la dernière question cruciale. À la Coupe du Monde, je soutiens... Le meilleur. Le meilleur. C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Je veux dire, si je ne m'abuse, tu avais également quelques autres questions à poser à Agib, mais ça va être un peu plus cool. D'accord. Eh bien, tu ne te trompes pas, Emma. J'ai un petit interrogatoire à te faire passer, Agib. Allons-y. En début d'émission, Emma a dit que tu étais sénateur, député Fédération Wallonie-Bruxelles et tu faisais partie du conseil communal de Verviers. Mais en gros, ça veut dire quoi et qu'est-ce que tu fais concrètement ? Donc, je vais commencer par le niveau le plus basique, donc conseil communal. Là, on est représentant au niveau local, donc Verviers, 8e plus grande ville de Wallonie, 55 000 habitants. Donc, c'est une grande ville en Wallonie. Et donc là, on est 37 conseillers communaux. Et donc, je suis un de ces 37 conseillers communaux. On décide sur les matières qui sont les matières communales. Ça peut aller de l'aménagement d'un quartier, d'une rue, les politiques de la jeunesse, le budget, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui a trait au niveau local. Ça, c'est le niveau le plus proche du citoyen. À côté, je suis aussi député à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, en gros, c'est le Parlement des francophones de Belgique. Et là, je travaille sur les matières enseignement supérieur, jeunesse, organisation de jeunesse, égalité, handicap. Et puis, on a des matières transversales comme budget, développement durable. Et donc là, alors, ce sont des décisions beaucoup plus importantes parce qu'on les prend pour l'ensemble de la Belgique francophone. Et alors, un mandat qui est dérivé, donc il est associé à mon mandat de député, c'est celui de sénateur, qu'on appelle sénateur de communauté. Et donc là, je représente le parti écolo. Je suis le seul sénateur écolo en venant de Verviers. Donc je représente écolo au niveau du Sénat. Et donc là, c'est sur les dossiers au niveau fédéral. Donc là, on discute, on dialogue aussi avec les flamands, les germanophones, etc. Donc ça fait des journées bien remplies. Ce sont des compétences dans une Belgique qui fonctionne à plusieurs étages. Et donc j'ai la chance d'être à ces 3 étages-là. Comme tu vas dire, ça a l'air d'être beaucoup de choses en même temps. Et je me demandais comment est-ce que tu arrives à jongler entre les commissions, les conseils communaux, etc. Alors heureusement, j'ai une équipe avec moi et donc là, les gens me voient et c'est vrai que c'est souvent le mandataire qui est mis en avant, mais donc moi j'ai une équipe précieuse, à la fois Wissem qui est mon attaché parlementaire, j'ai 2 stagiaires, Victoria, Laetitia, qui sont là, on a un conseiller politique, Bertrand et Isaline qui est secrétaire politique, puis j'ai mes conseillers au niveau de Verviers, et donc c'est un travail en équipe, ce qui permet chaque fois de pouvoir couvrir
s'il y a des réunions dans lesquelles on ne sait pas être présent. Maintenant, ça demande une bonne gestion du temps, mettre des priorités et puis arriver à combiner non pas seulement la présence dans les réunions, mais aussi la préparation, puisque j'attache beaucoup d'importance, évidemment, quand je vais dans mes réunions, à pouvoir bien les préparer, bien me focaliser sur les objectifs de la réunion pour vraiment ne pas perdre son temps et aussi être constructif. Si à un moment on critique la politique du gouvernement, on essaye aussi chez Ecolo d'avoir des alternatives durables et positives. D'accord. Et si tu devais garder qu'une seule des 3 fonctions que tu as, laquelle choisirais-tu et pourquoi ? Alors la première que j'ai eue, c'était conseil communal, donc c'est clair que c'est celle sur laquelle j'ai travaillé le plus longtemps possible et j'ai eu cette expérience de ce qu'on appelle les citoyens en responsabilité, parce qu'un élu c'est d'abord un citoyen, mais il occupe à un moment de sa vie des responsabilités, donc j'aime bien cette expression-là. Mais je crois qu'aujourd'hui la mission de député en fédération sur les enjeux de l'école et de la jeunesse, je vois à quel point c'est important, et donc c'est vrai que si je devais en garder qu'une seule, ce serait celle-là. D'accord. Et comment est-ce que tes journées se rythment en général ? Parce que tu as l'air d'avoir un assez gros agenda, ça doit être compliqué, non ? Donc j'ai l'agenda qui est organisé et puis l'agenda qui est subi, puisque je me lève le matin et parfois il y a des choses qui se bousculent dans mon agenda. Très souvent, je vais dire une journée type, on se lève le matin, on prend connaissance dans la presse un peu des informations. Souvent, on a les réseaux sociaux ou les groupes WhatsApp dans lesquels on échange s'il y a un événement d'actualité qui est important. Après, donc on organise des rendez-vous, des réunions, parfois des commissions. Quand ce sont des commissions, donc là, j'ai la chance de poser des questions au ministre. Et donc là, on a un échange, un débat en commission. Et puis souvent, après, on fait les débriefings, puis on a les rencontres de terrain. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à aller sur le terrain, rencontrer les acteurs. Et après, souvent en soirée, on a aussi des invitations, soit pour des réunions, des choses parfois un peu plus informelles, un peu plus sympas aussi. Et donc, on va un peu plus sur le terrain en soirée. Mais c'est vrai que parfois, je commence très tôt le matin et puis je termine le soir en me disant, bon, ce soir, ça va être libre. Et finalement, ça ne l'est pas parce qu'on a des réunions. Mais je l'ai choisi, je l'assume. Et c'est vrai qu'à un moment, dans mon équipe, on me dit, il faut un peu lever le pied, sinon on ne pourra pas tenir la cadence. Donc après, on fait des choix. Il y a parfois des rencontres où je ne sais pas aller ou des rencontres que je dois reporter. Mais globalement, ça se met bien dans le calendrier parce que j'ai fait le choix de pouvoir vraiment dégager du temps pour aller discuter avec les gens et aussi mes réseaux sociaux. J'ai évidemment des collaborateurs qui m'aident, mais sinon les réponses qu'on m'adresse, c'est moi qui réponds et donc c'est vraiment une relation personnelle que je vais avoir avec les gens. D'accord, eh bien, je te remercie. On en sait maintenant un peu plus sur ta semaine très chargée. Oui. Et je propose d'aller un petit peu plus vers le sujet même de l'émission. Mais oui, bien sûr, on peut directement entrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, la thématique, c'est la culture et le socio-culturel. Et nous, ce qu'on aime bien faire pour commencer, c'est te demander 3 mots qui peuvent résumer pour toi cette thématique. Vraiment 3 mots comme ça. Moi, je vais les noter. Alors, culture, je dirais regard. Deuxièmement, liberté. OK. Et troisièmement, diversité. OK. Voilà les 3 mots. Parfait. Je les note parce que tu verras, on y reviendra un peu plus tard, mais ils seront utiles. Et du coup, ces termes, ces thématiques de culture et de socio-culturel, c'est assez large. Et donc, on va profiter de la présence de Loïc qui est là aujourd'hui pour voir un petit peu, au fond, c'est quoi la culture, c'est quoi le socio-culturel et c'est qui en est en charge et comment on finance, comment c'est budgétisé. Donc, c'est toi qui vas nous apporter plein de petites données là-dessus. Je t'en prie. Super, merci Emma. Alors pour la culture, déjà c'est un domaine qui n'est pas facile à définir. Alors je vais prendre une définition qui va sembler un peu jargonnante, mais je vais directement l'expliquer après. Ce qu'on utilise souvent, c'est la définition de la Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles de 1982, qui nous dit la culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent un groupe social ou une société. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire, cette définition un peu jargonnante ? Elle veut dire un truc important, c'est que c'est au-delà des beaux-arts, la culture. C'est pas que les beaux-arts, c'est aussi les traditions, c'est aussi les valeurs, c'est aussi les expressions citoyennes, c'est aussi les expressions créatives. Donc ça, je pense que c'est un premier point intéressant à poser quand on parle de culture, c'est d'adopter une définition large de la culture. Ensuite, sur la question culture et socioculturelle, moi, je n'aime pas trop différencier les deux. Dire que d'un côté, il y aurait la culture et de l'autre, le socioculturel. Moi, j'aborde ça différemment. Je dis que la culture, elle a été traitée par le politique à travers 2 grandes dynamiques. La première dynamique, c'est celle qu'on appelle la démocratisation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en vertu de cette démocratisation, on considère qu'il faut rendre accessible un ensemble d'œuvres et un ensemble de savoirs. Concrètement, en Belgique, ça s'est fortement concrétisé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a commencé, par exemple,
à créer le théâtre national, à financer les musées communaux, à financer des orchestres symphoniques. En France, c'est André Malraux, qui est un ministre qui a eu beaucoup d'importance sur cette question de la démocratisation. Et donc la démocratisation, c'est cette idée de l'accès, c'est rendre accessible. Et puis il y a aussi une autre dynamique, qui est la démocratie culturelle. Okay. Et la démocratie culturelle, c'est l'idée que la culture, c'est pas qu'une érudition, une connaissance, c'est aussi une attitude. C'est quelque chose qui part de l'individu. C'est ce qu'on appelle le domaine socio-culturel. Et là, en Belgique, c'est vraiment dans les années 70 où on a institutionnalisé les maisons de jeunes, ceux qui vont être l'ancêtre des centres culturels, l'éducation permanente, les centres d'expression et de créativité. Donc toutes ces institutions qui font partir la culture de l'individu. Et même, comme je suis dans une émission qui traite des questions jeunesse et qui donne la parole aux jeunes, pour l'anecdote, je dirais même que c'est dans le secteur jeunesse et dans la politique de jeunesse que sont nés les premiers moments socioculturels, puisque au lendemain de la guerre, on a des maisons de jeunes, notamment en 1949, une des premières maisons de jeunes dans les Marolles, et une réponse politique dans les années 50. Et donc c'est dans ce secteur jeunesse qu'on va commencer à se dire, en fait, la culture, c'est aussi quelque chose qui part par des individus et qui n'est pas uniquement quelque chose de descendant. Voilà peut-être un premier panorama, une culture qui doit être définie largement, qui va au-delà des beaux-arts, et puis deux dynamiques, à la fois cette question de l'accès et cette question d'une culture qui part de l'individu. C'est ça. Et en termes de budget, la culture, ça représente à peu près quelle part des politiques? Tu sais nous dire un peu si c'est une grande part du budget ou si c'est plutôt minime? Alors, il y a un principe, donc déjà peut-être dire qui est responsable de la Bien culture, sûr, aussi. Avant de parler du budget. Donc, si on entend la culture au sens un peu strict, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté française. Donc, monsieur El Agib, ici présent, est député de la communauté française, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais si on entend la culture au sens large, en réalité, il y a plein de niveaux de pouvoir qui font de la culture. La région Wallonne, elle s'occupe du patrimoine immobilier, du tourisme et de l'économie, et donc des industries culturelles. Le fédéral, par exemple, il va s'occuper des grands établissements scientifiques à Bruxelles, scientifiques et culturels comme le musée des Beaux-Arts par exemple. Donc il y a beaucoup de niveaux de pouvoir qui font de la culture. Alors après, pour le financement et spécifiquement la question de la communauté française et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le domaine culturel, la fédération, elle a un principe qu'on appelle la subsidiarité, qui est un principe clé dans les politiques culturelles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, la fédération, elle finance des initiatives qui existent déjà. Par exemple, la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle n'a qu'un seul musée. C'est le musée de Marie-Aimont à Morlanway. Mais par contre, elle finance des musées, elle soutient des acteurs qui mènent des initiatives culturelles et artistiques au sens large. Et donc, le financement de la culture, ça passe majoritairement par des subventions. Pour justement donner la possibilité aux acteurs d'avoir une culture qui part d'eux-mêmes. Et donc ça, c'est une force de la fédération, c'est d'avoir cette culture qui prend en compte le terrain. Mais à la fois, et peut-être pour être un peu critique aussi, ça a un inconvénient, c'est que en termes de mission de service public, si vous avez un lieu où il y a une moins grande offre, je dirais spontanément, de culture, la fédération va peut-être moins agir de son plein gré. Donc voilà un petit peu un panorama général de la culture, à la fois sur son financement et sur les acteurs qui mènent la politique culturelle, la fédération au sens strict et un peu tout le monde au sens large. Et du coup, tu dis que c'est surtout grâce à des subventions qu'on peut avoir la culture. Ouais. Et on peut dire quand même que la culture, elle est sous-financée, que ces subventions, elles sont assez faibles, ou ça dépend vraiment c'est vraiment du cas par cas? Alors là, je vais évidemment poser la question à Agib. Oui, on va lui poser la question aussi du financement, ça dépend beaucoup des acteurs politiques qui sont au pouvoir. Et donc, on a des changements de gouvernement assez régulièrement. Et évidemment, en fonction des majorités au pouvoir, il y a des façons différentes de concevoir le financement de la culture. C'est ça. Justement, Agib, toi, tu considères que cette culture, elle est assez financée, qu'il y a assez de subventions qui sont mises en place, toi, en tant que justement député? Je vais distinguer peut-être deux catégories. C'est les catégories des structures qui sont subventionnées par convention, dans lesquelles il y a vraiment des contrats avec l'État qui permettent de financer dans la durée. Et puis ce qu'on appelle les politiques plus ponctuelles, dans ce qu'on appelle les subventions dites facultatives. Et là, c'est vrai qu'avec le nouveau gouvernement MR Engagés, il y a eu des réductions importantes dans ce domaine. Alors, ça veut dire quoi être beaucoup financé ou pas? Si je prends ici le centre culturel de Verviers, et donc il est financé via un accord, un contrat, et donc là, il y a vraiment une garantie d'avoir des subventions. Donc là, je dirais il est bien financé, il est financé pour remplir des missions. Si je prends aujourd'hui le Grand Théâtre de Verviers, qui est vraiment un gros dossier à Verviers, donc là, on est à plus de 50 millions, un dossier très, très important. Il a été financé à
près de 50%. Donc là, on ne peut pas dire que c'est rien, mais c'est clair que c'est la ville de Verviers qui va devoir faire un effort. Par contre, si je prends une autre structure comme l'hôtel de Biolay, qui doit être le futur pôle muséal de Verviers, aujourd'hui, on n'a aucun financement pour rénover ce bâtiment-là. Et c'est clair que sans financement, et comme les majorités précédentes ont raté d'une certaine manière les trains de financement, c'est un dossier sur lequel il y a un gros poids d'interrogation. Donc voilà, il y a des structures qui sont bien financées, il y en a d'autres qui le sont moins. À Verviers, avec le Grand Théâtre, on peut s'estimer heureux, parce que honnêtement, dans le contexte actuel, on n'aurait jamais eu les montants financiers pour financer un projet comme celui-là. Et puis les Verviétois peuvent voir que le projet avance bien dans sa rénovation. Mais c'est ce qui est plus criant, et moi j'ai vraiment un point d'attention là-dessus, c'est les petites initiatives de terrain qui parfois recevaient 10, 15, 20 000 euros et qui malheureusement, quand on a mis un terme à ces subventions facultatives, on a purement et simplement empêché en fait des acteurs de terrain de travailler. Donc la culture, on ne la finance jamais assez, mais surtout si on la finance, c'est pour qu'elle remplisse des missions de service public. Et souvent, et ça c'est très important pour moi, dans la culture, on voit beaucoup d'acteurs de terrain. Et c'est des gens qui sont hyper investis, que ce soit des bénévoles, des gens qui sont parfois salariés. Et on doit être reconnaissant vraiment de tout le travail que font ces acteurs de terrain pour promouvoir la culture, chacun à son niveau, à sa manière. Ça peut être via la bande dessinée, via la musique, via le livre. On voit combien la culture, en fait, elle peut être très très large en termes d'ouverture. Ah bah, c'est trop chouette ce que tu dis, parce que justement, ici, on a pu un peu poser les bases, et tu vas voir, ça va peut-être revenir un peu ce dont tu nous parlais dans le débat qu'on va avoir, parce que maintenant, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, vraiment dans le débat. Et alors, pour ça, on a commencé, Agib, par te mettre un peu sous pression. On t'a soumis à la fameuse Vediabox. Alors, la Vediabox, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une box, des questions qui défilent et un temps imparti, et tu t'es prêté au jeu avant cette émission, et donc, on écoute tes réponses maintenant. Pour toi, la politique s'intéresse-t-elle assez aux préoccupations des jeunes ? Non, je dirais peut mieux faire. Oui ou non, mettre au second plan la culture et le socio-culturel est une nécessité pour que le pays fonctionne économiquement aujourd'hui. Premier plan. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de culture comme on a besoin de pain, et qu'à un moment, la nourriture, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychologique, mentale, et que la culture, c'est un regard sur le monde. Donc on a besoin de culture. La culture, c'est assez glamour pour les jeunes. La culture, d'abord, c'est les cultures, parce que c'est extrêmement large. Et donc, oui, parfois c'est glamour, parfois un peu moins. Mais on en a besoin pour tout le monde, pour tous les goûts. Oui ou non, la culture, c'est un truc de riche. Alors, je me bats pour que ça ne soit pas le cas. C'est quand la dernière fois que tu es allé dans un musée, musée de la laine, CTLM, musée du chocolat, chez Darcy, et voilà. Et à l'opéra, alors là, je dois avouer, je ne suis jamais allé à l'opéra, mais je ferai un effort pour cette année. Oui ou non, l'argent alloué à la culture est mis dans des structures auxquelles s'intéressent les jeunes ? Parfois. C'est le cas dans la rénovation du Grand Théâtre de Verviers. Alors oui, avec le tiers-lieu, qui est un nouvel espace qui doit permettre justement de s'ouvrir aux nouvelles cultures, culture urbaine, etc., aux nouveaux talents aussi. Mais c'est clair que plus de 50 millions, ça fait beaucoup. Oui ou non, culture et écologie, c'est toujours compatible. Alors oui, ça doit l'être, puisque la culture, c'est un regard sur le monde. Justement, la culture, c'est un regard sur le monde, et qu'à un moment, elle doit nous permettre de nous interroger sur nos modes de consommation, mais aussi sur les enjeux, que ce soit les enjeux climatiques, éducatifs, etc. Merci Agib pour tes réponses. C'était du tac au tac. Ça va, oui, j'allais dire, c'était pas trop compliqué, voilà. Ça va, non, ça a été parfait. Donc, du coup, maintenant, on va prendre un peu plus le temps pour répondre. Du coup, on te demandait si tu allais, la dernière fois que tu étais allé au musée ou à l'opéra, des choses comme ça. Tu nous as répondu à ces questions-là, mais je voulais voir, c'est quoi les autres activités culturelles que toi, tu fais personnellement ? Alors c'est très diversifié. Donc récemment, j'ai acheté en seconde main toute la collection des livres de Agatha Christie. Voilà. Okay. Donc quand j'étais plus jeune, j'allais à la bibliothèque, j'aimais beaucoup les livres d'Agatha Christie, et donc là j'ai eu l'occasion. Et donc j'ai maintenant toute la collection des livres d'Agatha Christie. Donc c'est ce que je lis quand j'ai du temps, les intrigues, etc. J'aime beaucoup. Le cinéma, quand j'ai besoin de décompresser, voilà, on s'appelle avec quelques amis, on va voir des films au cinéma. Donc ça c'est aussi la culture. La musique, mais alors c'est très diversifié, c'est-à-dire que chaque année,
je constitue une playlist des musiques que j'aime bien entendre. Et donc là, je le fais maintenant depuis 5 ans. Ok. Donc réécouter la musique que j'aimais écouter il y a 5 ans et parfois se refaire des playlists, c'est quelque chose que je fais. Donc voilà un peu des habitudes culturelles. Peut-être que j'avais pas conscience, mais puisque vous me posez la question, ben voilà, quelques exemples très concrets de mon rapport à la culture. Ok. Bah justement, c'est pas mal que tu nous parles de ça, parce qu'on t'a posé des questions, mais on a aussi été poser des questions à des jeunes dans la rue, et on leur a aussi demandé ce que c'était pour eux la culture, et en quoi la culture était essentielle ou non. Et donc on peut écouter directement leurs réponses. C'est quoi la culture pour vous? La culture, c'est les peintures, les photos, la musique. Pour moi, la culture, c'est des informations. La culture, je dirais que c'est l'ensemble de normes, croyances, valeurs qu'on a en société. Et du coup, ça dépend un petit peu d'où on vient, de notre religion, etc. Tout ce qui est art, même de la musique, ça peut être de la culture, ce qui s'est passé avant en histoire et tout ça. C'est entre guillemets ce qu'on sait du monde, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, tout ça. Et est-ce essentiel ou pas pour toi, du coup, la culture? Oui, tout à fait. Juste quand on dit qu'on a été voir un musée et tout, on paraît pas plus intelligent, mais ça paraît mieux, quoi. Quand je dis que j'étais dans un musée, les gens sont en mode « Ah bah c'est cool », des trucs comme ça, quoi. C'est intéressant d'en avoir un minimum pour pouvoir entretenir des discussions avec des gens dans la vie. Je dirais que c'est quand même essentiel, mais c'est pas grave si on n'a pas une culture énorme, quoi. C'est pas non plus important, mais je trouve qu'il faut quand même pour même savoir parler avec les autres, dialoguer, tout ça. Dans ce micro-trottoir, on a un peu vu que les jeunes définissaient la culture de plusieurs manières. On parle de l'art, de la musique, mais aussi des valeurs et des croyances. Donc on est vraiment dans la définition assez large que tu avais donnée, Loïc. Et malgré ces visions variées, on remarque qu'au final, ils sont tous à peu près d'accord. Les jeunes sont tous à peu près d'accord pour dire que la culture est importante. C'est perçu comme un moyen de mieux comprendre le monde, d'avoir des discussions entre les uns les autres. Et avant de commencer un petit débat, je voulais juste vous demander, est-ce que quelqu'un voudrait réagir à ce micro-trottoir là maintenant? Peu importe. Ouais, moi je trouve que je suis d'accord avec les jeunes. Je trouve que la culture c'est vraiment quelque chose d'essentiel et on en parlera peut-être, mais ça n'a pas toujours, j'ai l'impression, été considéré comme essentiel, notamment quand on voit que pendant le Covid, on a considéré que la culture n'était pas essentielle et je trouve que c'est une grave erreur parce que je veux dire, on n'est pas là que pour être en tant que jeune à l'école ou au travail, mais c'est important d'avoir aussi on parlait de culture G et c'est vrai que c'est une autre forme de culture et donc c'est vrai que c'est chouette de pouvoir se dire que on s'évade aussi à travers la culture et tout ça. Donc moi je trouve que je suis d'accord avec ce que les jeunes disent. J'aurais dit pareil, on va dire. D'accord. Et du coup, je pense qu'on va revenir directement sur ce que tu as dit. Est-ce que vous pensez que la culture doit être considérée comme aussi essentielle que l'éducation? Oui, sans hésitation. Et l'exemple que tu donnais du Covid montre bien que les gens avaient de quoi vivre. Ça veut dire qu'on leur permettait de ramener de la nourriture à la maison en pensant que c'était leur besoin de base, et c'en est un évidemment. Mais ensuite, psychologiquement, se rendre compte de l'importance d'un livre, d'écouter de la musique, d'aller au cinéma, d'avoir des relations humaines, puisque derrière la culture, il y a aussi tout le lien social. On s'est rendu compte en fait de l'importance de quelque chose au moment où on n'avait plus la possibilité d'en jouir. Et donc c'est ça en fait, c'est que la culture, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas une relation intellectuelle par rapport à la culture, mais quand on leur pose des questions, alors ils ouvrent les yeux et ils se rendent compte en fait qu'elle est tous les jours autour d'eux. Je veux dire, même la publicité, c'est une forme de culture. Et donc, la culture a ça d'important que c'est ce qui parfois relie les gens qui habitent un même territoire. Puisque si on avait tous des cultures différentes, on serait dans la capacité de pouvoir communiquer. Et la culture, elle est rattachée à la langue française en Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'elle est vecteur elle-même de transmission de savoir, de connaissances, etc. Donc pour moi, oui, la culture, elle est aussi importante que l'éducation parce qu'en fait, c'est le prolongement de l'éducation et on pourra le voir via le PK, etc. en Fédération. La culture, c'est l'éducation sous une autre forme. Et donc, c'est de l'éducation aussi, donc c'est essentiel. Et alors, j'en viens alors une petite question. Est-ce que la culture, entre autres, est indispensable à la vie dans la société? Oui, parce que je me dis, il y a l'air qu'on respire, on s'en rend peut-être pas toujours compte, mais une société sans culture, mais je me dis, comment les gens pourraient faire pour vivre, pour communiquer, pour échanger, pour construire des choses. Donc pour moi, la culture, vraiment, c'est ce qui réunit les gens, peut-être leur permet de monter des projets ensemble. Ici, voilà, on va bientôt inaugurer une fresque dans l'espace public au centre de Verviers.
c'est une artiste, Françoise Martin, qui réalise cette fresque, une verviétoise. Et donc je me dis, ça, c'est des éléments qui permettent de montrer aux gens que la culture, c'est pas quelque chose d'éloigné, mais c'est quelque chose qui peut vraiment se rattacher à leur quotidien. Et quand vous habitez dans un quartier et que vous passez tous les jours devant quelque chose qui est beau, qui est joli, qui est agréable, donc ça met aussi des paillettes dans les yeux. Je veux juste revenir sur une chose que tu as dit. Tu as dit que la culture, ça a aidé à se rapprocher. Mais est-ce que tu penses que la culture n'est pas aussi un marqueur, un créateur d'inégalités ? Certainement au niveau financier. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un accès à la culture. Et donc ça, tout l'enjeu, et voilà, moi, mon parti, on est très attentif à ça, c'est que la démocratisation de la culture doit aussi aller vers le fait que les gens peuvent avoir accès à la culture, et je dirais même doivent avoir accès à la culture, sans qu'il y ait des barrières financières. Mais donc aujourd'hui, un abonnement, que ce soit au cinéma, au théâtre, etc., ça coûte cher. Et on doit pouvoir rendre cela accessible et le démocratiser, c'est vraiment un enjeu important. Mais il y a certaines choses qui sont mises en place, non ? Si je ne m'abuse, quand même, pour aider à l'accès à la culture, je pense que... Déjà, l'accès, je pense qu'on peut l'entendre de plein de façons différentes. C'est vrai. Déjà, la première dimension de l'accès, c'est, je dirais, avoir une institution qui n'est pas loin. C'est déjà une question de proximité. C'est une première façon de concevoir l'accès. Puis il y a une deuxième façon, si on va un peu plus loin, c'est le prix. Est-ce que c'est cher ou pas cher ? Et donc là, on a notamment un dispositif qui s'appelle l'article 27, mais qui est un dispositif qui se organisé sous un principe associatif. Donc c'est pas directement la Fédération Wallonie-Bruxelles qui le fait, c'est une association qui a mis en place ce dispositif d'accessibilité financière. On pourrait d'ailleurs se demander si ce ne serait pas une mission de service public d'ailleurs, de travailler sur cette accessibilité financière. On voit qu'Agip réagit à ça. Il y a une troisième façon de voir l'accès, outre la question de la proximité, outre la question financière, c'est aussi la question symbolique. C'est pas parce que vous avez un musée à côté de chez vous et que le musée est pas cher que vous allez y aller. Et donc l'accès, c'est ça qui est important, c'est de l'aborder à travers toutes ces facettes, parce que si on en oublie, on passe à côté du problème. C'est ça. Et justement, est-ce que, Agip, tu trouves qu'il y a assez de choses qui sont mises en place pour valoriser cette culture auprès des jeunes, que ce soit des lieux ou que ce soit comme des façons dont on l'exprime et tout ça? Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de choses qui sont mises en place? On est dans un pays, une démocratie qui a une offre culturelle. Et donc, la diversité de moyens d'accéder à la culture sont bien présentes. Mais à côté de cela, dans ce que nous, on voit d'un point de vue acteur politique, etc., c'est vraiment la barrière du coût financier. Je veux dire, avant, accéder à une académie, au conservatoire, pour les enfants, c'était gratuit. Maintenant, ça ne le sera plus. Mais là, très clairement, on voit bien les publics qui vont être touchés. Ce sont les populations précarisées ou issues de quartiers populaires, alors que pendant des années, le pouvoir public s'est battu pour leur donner cet accès au conservatoire, à l'académie, et découvrir des talents, en fait. Vraiment découvrir des gens qui peuvent se rendre compte qu'ils ont un talent et le développer et reprendre confiance en eux, découvrir des nouvelles choses. Moi, je dirais la culture, c'est une manière aussi d'avoir un regard sur le monde et d'accepter en fait que à travers la culture, on interroge notre vision de la société. Parce qu'en fait, chacun, on a des représentations de la société et c'est parfois un spectacle qui va nous interpeller en nous disant peut-être que, moi j'estime que l'être humain, pour son bonheur, ne doit pas être qu'un pousseur de caddie. On a un moyen de chercher autre chose dans notre bonheur que simplement avoir des biens. Et la culture, elle peut nous aider à ça. La culture, elle a aidé énormément à prendre conscience des enjeux climatiques en faisant des grandes œuvres qui ont interrogé sur le sens vers lequel évoluait la société. Donc oui, la culture, c'est vraiment un moyen d'exprimer des valeurs, un attachement à la société, à l'humain, etc. Et donc on voit que la culture, c'est une notion qui est très large, mais pour toi, qui est-ce qui devrait initier les jeunes à la culture? Est-ce que ce serait l'école? Est-ce que ce serait dans le milieu familial? Est-ce qu'il y aurait même un lieu exprès pour initier à la culture, selon toi? Je dirais toutes les portes sont bonnes à prendre. Pour moi, la première chose, c'est d'abord l'éducation, les parents, puisque là, il y a quand même une transmission. Moi, mes parents n'avaient pas pour coutume d'aller au musée, etc. Donc, à côté des parents, mais alors c'est l'école. Et donc la première fois que j'ai visité un musée, c'est dans le cadre de mes études. Le professeur qui nous prenait, on allait voir un spectacle, etc. Sinon, on n'avait pas cette habitude-là. Et aujourd'hui, moi, je le fais par plaisir, dans l'idée justement de me dire, j'ai envie de découvrir quelque chose et j'accepte le fait d'aller voir une pièce, soit parce qu'on m'en a parlé, soit parce qu'à un moment quelqu'un l'a vu, il me l'a recommandé. Et grâce à ça, donc je ressors de là et je me dis waouh, c'était vraiment quelque chose, j'avais pas vu cet enjeu de société de cette manière-là et grâce à ça, ça m'a permis de mieux comprendre cet enjeu. Donc je dirais les parents, l'école, le cercle d'amis,
Après, ça peut être dans un autre cadre. C'est clair, si vous travaillez dans le domaine culturel, vous êtes beaucoup plus à même de savoir que, par exemple, le Centre culturel a présenté toute sa programmation annuelle hier et avant-hier et que c'était ça le comble. Et donc, les gens sont vraiment intéressés et demandeurs de culture. C'est ça. Toi, Joudia, tu es d'accord avec ça? Toi, c'est aussi à peu près ce genre de personnes ou ce genre de structures qui t'ont initié à la culture, tu as l'impression? Moi, je pense que la première chose qui m'a initiée à la culture, c'était la lecture. Donc, c'était vraiment l'école. J'ai appris à lire à l'école quand j'avais 6 ans et j'ai jamais arrêté de lire. C'est un truc que je fais tout le temps. Puis la musique et je pense que les études, parce que là c'est plus la même chose que l'éducation, les études supérieures, moi dans mes études d'histoire géo, la culture G, j'en apprends, la culture tout court, je trouve ça super intéressant. Donc je me cultive de plein de manières et je trouve que ça aide à ouvrir son esprit, à grandir, etc. Donc je trouve ça vraiment très important. Et alors, n'oublions pas les maisons de jeunes, les organisations de jeunesse, qui sont vraiment des vecteurs incroyables de promotion de la culture. On a fait des choses dans nos maisons de jeunes qui nous ont marqués et on s'en souvient encore aujourd'hui. Donc, ça montre à quel point c'est important. Mais donc, c'est tellement important qu'en fait, toutes les portes qu'on peut prendre pour accéder à la culture, je pense qu'il faut les saisir. Ce sont des opportunités. Et du coup, tu parles de maisons de jeunes et tout ça. Pour moi, ça pourrait être des lieux un peu socioculturels. Tout à fait. Du coup, on ne faisons pas trop la différence, comme tu disais. Totalement. Et tu trouves que, justement, c'est quoi le rôle et c'est quoi l'importance qu'il devrait avoir ce type de lieu? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les maisons de jeunes, c'est qu'en fait, on laissait la porte ouverte à des idées qui ne venaient pas des responsables des jeunes, mais des jeunes eux-mêmes. Et donc, quand un jeune dit, voilà, moi j'ai envie de monter un spectacle, ou j'ai envie d'organiser un voyage, ou j'ai envie qu'on travaille sur telle thématique, en fait, on construit le projet à partir des demandes des jeunes. Et ça, c'est super intéressant parce que ça montre d'abord que les jeunes, ils peuvent être à la base du processus et pas uniquement à la fin comme consommateurs. Et aussi que tout le talent des encadrants de ces jeunes, c'est de se dire, tu es peut-être parti d'une idée, elle te semblait peut-être au début inaccessible ou compliquée ou abstraite, et nous on a réussi à en faire un projet. Et une société qui se développe, qui est dynamique, c'est une société où chaque citoyen, jeune, moins jeune, peut partir d'une idée et réfléchir pour arriver à la concrétiser. Donc, quand je vois les jeunes du terrain d'aventure qui montent un spectacle sur l'immigration, je me dis waouh, c'est super intéressant. Quand je vois des jeunes qui font de la création musicale, etc. Donc vraiment, j'irais, en fait, le champ des possibles, il est très large et ces réalisations-là, après, elles restent et on peut les partager dans des écoles avec d'autres maisons de jeunes, etc. Donc c'est du gagnant. C'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Si tu prends une flamme et que tu allumes une autre flamme, en fait, il n'y a personne qui a perdu, mais tu as permis de partager ça avec tout le monde. Ça marche pour le don de sang aussi. Donc voilà, la culture, c'est pareil. Plus on va la partager, moins on perd individuellement, mais on gagne collectivement. Et du coup, tu soulignes un peu l'importance de ce genre de lieu. Et qu'est-ce qui explique alors que parfois, quand on doit faire des économies, c'est là-dedans qu'on va? Alors là, c'est une vaste question. À la bonne porte. Mais donc moi je me bats depuis que je suis député par rapport aux organisations de jeunesse. C'est vrai que j'ai remarqué ces dernières années qu'il y avait un sous-financement, alors que les budgets pour la jeunesse, ça ne représente pas grand-chose en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est essentiel pour le secteur. Et c'est vrai que le constat sur ces 2 années, ça a été systématiquement des réductions. Alors les réductions, c'est parfois des non-indexations. Donc parfois avec le coût de la vie, on a des salaires qui vont augmenter. Mais donc le gouvernement dit non, nous on va plafonner, ça ne va pas augmenter. Ou alors on dit, il y a moins d'argent, donc on va donner moins d'argent aux structures. Moi, la décision politique qui m'a fait le plus mal, c'est celle du moratoire sur la reconnaissance des nouvelles organisations de jeunesse. Donc il faut savoir qu'il y a 6 organisations de jeunesse qui ont rentré des dossiers à la fédération. Ils remplissent toutes les conditions. Mais on dit sous réserve des crédits disponibles et comme il n'y a pas d'argent, on ne sait pas les reconnaître. Alors que ce sont des gens qui travaillent déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui mettent en place des projets. Donc pour moi, c'est des fausses économies, voire de mauvaises économies, parce qu'on empêche de nouvelles structures de travailler et souvent des structures qui sont parfois dans des coins un peu plus reculés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage et c'est pour ça qu'il faut continuer à se mobiliser. Le secteur socioculturel doit se mobiliser, les maisons de jeunes, interpeller, que ce soit les représentants politiques locaux, mais aussi au niveau de la fédération. Et moi, en tout cas, je me suis mis un poids d'honneur à pouvoir défendre le secteur de la jeunesse de ce point de vue-là. Je vais les rencontrer, ça va des scouts jusque les maisons de jeunes. Et chaque fois, ils me disent la même chose, c'est, on nous dit chaque fois de faire mieux avec moins, mais tôt ou tard, il y a une limite.
Et faire juste des réductions de budget, c'est pas ça qui fait un projet de société. Il faut pouvoir donner des priorités, se rendre compte qu'il faut aussi réfléchir sur des recettes pour pouvoir aider ces secteurs-là qui sont dans le besoin. Ce sont des secteurs où on ne doit pas réfléchir en termes de rentabilité. La rentabilité, elle n'est pas financière. La rentabilité, elle est dans le fait d'avoir une génération de jeunes qui vont avoir l'esprit ouvert, qui vont avoir une capacité d'agir. Et ça, c'est de l'argent qu'on va économiser en soins de santé, etc. plus tard. Donc si on a une vision à long terme, durable, on se rend compte qu'investir aujourd'hui dans ces secteurs, ce n'est pas juste une dépense, mais c'est vraiment un investissement. Waouh, c'est sur ces beaux mots qu'on va déjà devoir clôturer ce débat parce que le temps avance déjà très vite. Mais déjà, merci parce que franchement, c'est super intéressant tout ce que vous avez dit. Merci pour l'invitation. Et j'ai dit des choses que je ne m'attendais pas à dire, mais voilà, ça fait partie du projet. Mais attends, on n'a pas non plus fini. On va encore justement en profiter un peu de ta présence. Oui. Mais avant ça, je voulais voir si Loïc, tu savais un peu, il y a plein de choses qui ont été dites, soulever quelques points qui étaient selon toi importants dans tout le débat qu'on a pu avoir aujourd'hui. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur le fait que la culture c'est comme du pain, qu'elle est essentielle et que parfois on imagine qu'il y aurait une vie resserrée autour de quelques pratiques et puis le reste serait accessoire. En fait non, une vie digne auquel toute personne humaine a droit, elle inclut la culture. Et elle est large, elle est plurielle et donc ça je pense que c'est un élément essentiel qui a d'ailleurs été soulevé tant par Agip que par le micro-trottoir des jeunes qui ont été interrogés dans le cadre de ce podcast. Et puis un second élément moi qui m'intéresse beaucoup et que je voudrais mettre en évidence, c'est qu'en fait, ce n'est pas qu'une question d'accès et que vous êtes toutes et tous culture. Vous êtes culture et vos rêves, vos envies, vos utopies, vos façons de voir le monde, c'est une forme de culture. Et donc, on pense souvent à la culture en termes d'accès, c'est important, mais ce n'est pas que ça. Et donc, toutes les personnes qui nous regardent sont culture et ont le droit de s'exprimer. C'est un très beau résumé récapitulatif de ce qu'on a pu faire maintenant. Et du coup, Agip, je voulais revenir, on fait un petit bond dans le temps, on revient au début de l'émission. Début de l'émission, tu m'as dit que pour la thématique, toi, 3 mots que tu pourrais donner, c'est regard, liberté, diversité. Je voulais voir si, maintenant qu'on a pu débattre un peu ensemble, est-ce que les mots, ce seraient toujours les mêmes ou est-ce qu'ils auraient un petit peu changé ? Peut-être je pourrais rajouter celui de l'accessibilité, qui est vraiment l'enjeu d'ouvrir, et on pourrait le lier à liberté. Regard, je garderai le même, interroger le regard des gens, etc. Et le dernier, c'était ? Tu avais dit regard, liberté et diversité. Et diversité, oui. Je pense que dans une ville comme Verviers, la diversité représente un enjeu au niveau de la culture et la culture peut rassembler les gens autour de ça, que ce soit la musique, etc. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on voit beaucoup la culture à travers les institutions ou à travers les échevins ou les députés. Moi, j'aimerais mettre à l'honneur tous ceux qui travaillent dans l'ombre, qui donnent leur temps comme bénévoles à pouvoir faire vivre la culture au quotidien. Et ces gens-là méritent profondément notre respect parce que c'est souvent des gens qui travaillent sans compter et pas compter juste au niveau financier, mais aussi en termes de temps. Et ils méritent parce que voilà, chacun, en venant en aide à l'autre ou en développant des projets, transmet des valeurs. Et la culture peut être aussi vecteur de ça. C'est de solidarité dans une société parfois qui est mise sous tension avec un contexte international qu'on connaît. Donc la culture permet vraiment d'amener une solution pour le vivre ensemble de ce point de vue-là. Moi, Julia, je voulais te demander, est-ce que toi aussi tu ressens cette solidarité et le fait que ça permet de vivre ensemble quand on fait de la culture, quand on fait des activités culturelles et tout ça ? Je pense que oui, ça rapproche. Quand on rencontre quelqu'un qui a les mêmes passions que soi, parce que souvent, moi, dans les activités culturelles que je fais, c'est de la passion. Ça aide à créer du lien entre nous, ça aide à trouver des sujets de discussion. En fait, on revient sur ce que les jeunes ont dit dans le micro-trottoir. En fait, ça aide à s'ouvrir et à discuter avec les autres. Et pour toi, ça permet aussi d'aller plus facilement vers l'autre, vers quelqu'un qui n'est pas forcément de premier abord comme on est ? Je pense que oui, clairement oui. Trop cool. Du coup, comme je le disais à Agip, on va quand même profiter encore tout petit peu de ta présence. Allons-y. Et du coup, pour ça, Julia, tu as préparé encore, tu vas voir, on aime bien les phrases à compléter. Il y a encore quelques petites phrases à compléter qu'on aurait voulu te faire compléter, mais Julia, je te laisse. Exactement. Quoi de mieux pour terminer ce podcast de te demander de te prêter un petit jeu, un des jeux phares de Scanner. Dans ma main, il y a 5 morceaux de papier avec un début de phrase. Je vais te demander d'en piocher un et de le compléter avec la première chose qui te passe par la tête. Bien. Donc, je prends celui-là. Alors, dans 10 ans, je me vois... dans 10 ans, je me vois continuer à défendre ce que j'estime être juste. Voilà.
C'est ce que j'ai dit au début et je pense que je peux rester là-dedans. Ça demande tous les jours de se poser la question, est-ce qu'on fait bien les choses, etc. Et je suis plutôt du genre à faire ça. Mais donc, si dans 10 ans, je peux continuer à défendre ce que j'estime être juste, je vais dire ça, ce serait une grande fierté. Et vraiment aussi remercier toutes les personnes dans l'ombre qui sont autour de moi et derrière moi, ma famille, mes proches, mes collaborateurs, parce que voilà, vous ne les voyez pas, mais moi je les vois tous les jours et je vois aussi tout le travail qu'ils font. Trop cool, merci beaucoup. Moi je me dis que comme on a encore un tout petit peu de temps, je vous dis, est-ce qu'on ne ferait pas piocher une deuxième petite phrase exceptionnellement? Allons-y. On est fous ici. Hop là. Alors, si j'avais une baguette magique, Oh là là, tu peux te laisser aller libre cours à ton imagination. Alors, si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que plus jamais on n'empêche un projet culturel de voir le jour sous motif financier. Ça veut dire que tous les projets pourraient se faire, qu'on ne mettrait plus de barrières à ce niveau-là, même si ça ne veut pas dire gaspiller, mais ça veut dire permettre de faire émerger les idées et permettre au moins que chaque citoyen dans sa vie puisse porter un projet, le faire aboutir et avoir la fierté d'avoir réussi à accomplir ça. C'est peut-être ça aussi être citoyen finalement. Mais, du coup, tu parles de l'aspect financier, on en parlait aussi tantôt, et du fait que parfois on n'était pas, la culture ou le socioculturel n'était peut-être pas assez financé. C'est peut-être une question un peu touchy, mais du coup, pour toi, où est-ce qu'on pourrait aller chercher l'argent alors? Mais j'ai des solutions. Vas-y, je t'en prie. On fait aussi de la politique pour ça. Mais donc moi, je dirais de l'argent, il y en a. Il faut savoir que la Belgique est un pays riche, je dirais même très riche. Et en fait, il y a de l'argent qu'on peut aller chercher d'abord chez ceux qu'on va appeler les fraudeurs. C'est-à-dire des gens qui ne respectent pas la loi. Il faut pouvoir aller chercher de l'argent dans ces publics-là. Deuxièmement, on va dire chez les pollueurs, chez les gens qui détériorent notre environnement. On peut aussi aller chercher de l'argent chez ces gens-là. Et aussi, je dirais, chez les spéculateurs, c'est-à-dire ceux qui jouent en bourse avec l'argent, parfois même la vie des gens, etc. Donc voilà déjà 3 milieux où on peut aller chercher de l'argent. Après, on peut aussi essayer parfois de rassembler des initiatives pour éviter qu'elles coûtent chaque fois. Donc on peut faire des synergies, pour autant que ça soit derrière une adhésion d'un projet qu'on peut monter ensemble. Mais tout n'est pas qu'un problème d'argent. Parfois, c'est aussi un problème de mettre les priorités à leur place et se rendre compte. Et moi, je suis interpellé aujourd'hui quand je vois comment nos gouvernements trouvent beaucoup d'argent pour aller investir dans l'armement. Et oui, on sait que c'est important, on doit protéger la liberté des gens et la liberté de notre pays ou de notre continent, mais ça reste un choix politique. Et donc, s'il y a une chose que j'aimerais bien dire, il ne faut pas prendre pour argent comptant, c'est un mauvais jeu de mots, le fait de dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent, et si à un moment on désinvestit dans les jeunes parce qu'on veut réinvestir dans de nouvelles politiques, ça montre bien que ce sont des choix. Donc derrière ce discours, il n'y a pas d'argent, en fait, ce sont des choix politiques. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir évaluer ce que ça coûte, mais aussi l'impact que ça va avoir. Et je vais dire, une des mesures, par exemple, que mon parti avait portée, on était dans la mobilité, mais la mobilité peut être liée à la culture. C'était par exemple l'abonnement de bus à 1 € par mois pour les 18-24 ans. Qui aurait pu penser à un moment qu'un projet comme ça pourrait voir le jour? Eh bien, on a réussi à le concrétiser. Et aujourd'hui, on a les jeunes de moins de 18 ans qui disent « et nous, et nous, et nous », et puis ceux de 25 ans qui disent « on voudrait aussi en bénéficier ». Donc ça, c'est un projet de société de se dire on veut faciliter les déplacements et on fait une politique vraiment publique, accessible et au bénéfice de chacun, chacune. Donc ça a été un choix politique qui a été fait. Pour le moment, il est toujours garanti, donc on peut toujours en bénéficier, mais c'est vrai que nous, on a peur évidemment que ça soit remis en question. Mais toujours des choix politiques, une vision de société et une vision à qui on veut faire profiter les politiques qu'on met en place. Je pense que voilà, ça c'est important. Et sur ce lien entre la culture et la mobilité, on le voit toutes et tous durant l'été, par exemple au festival, avec la SNCB et les techs qui ont des liens très forts avec les festivals pour permettre justement d'accéder au lieu du festival. Et moi, je voulais simplement te demander, Agib, ton regard sur la culture à Verviers aussi. On n'a pas beaucoup parlé de Verviers, mais quel est le regard que tu portes sur le développement culturel de Verviers? Beaucoup de reconnaissance et de gratitude à toute l'équipe du centre culturel. Je veux dire, ils font vraiment un travail incroyable et ils ont déjà répertorié tous les acteurs culturels qui sont dans tout l'arrondissement de Verviers. Donc je sens bien que le centre culturel a dû faire face à un choix important. C'est quand on a dû fermer le Grand Théâtre parce qu'on avait un morceau du plafond qui s'était écroulé, pour rappel. Donc on a dû le fermer. Et suite à cela, il n'a pas vu ça comme étant un blocage, il a vu ça comme étant une opportunité.
Il y a une opportunité de développer un projet qui soit vraiment ouvert sur l'espace public. C'est ce qui a donné le festival Chic Chac, les soirées satillantes, tous au parc, qui sont vraiment des projets aujourd'hui dont tout le monde reconnaît la plus-value et qui permettent de redécouvrir des éléments de culture dans l'espace public. Donc moi, je dirais la culture à Verviers, elle est extrêmement riche d'abord de ses acteurs, riche aussi de sa population, de sa diversité. Et aujourd'hui, on voit que ça grouille de partout. Il y a des initiatives, elles sont là, et les gens, que ce soit dans les quartiers ou autre chose. Et voilà, quand le centre culturel, par exemple, finance des petites scènes dans des fêtes de quartier, etc., ben ça me fait plaisir, parce que je me dis, même des gens qui ne sortent pas beaucoup de chez eux, voir en fait qu'on vient dans leur lieu de vie pour pouvoir amener de la musique, de l'animation et tout, ben ça fait aussi du bon au moral, et c'est de ça qu'on a besoin. Oui, et donc c'est aussi un élément important, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les communes, elles ont aussi un rôle extrêmement important dans la culture. Et donc certes, ceux qui décident des lois, qu'on appelle les décrets à la région et à la fédération, c'est pas les communes, mais elles ont aussi une série de financements qu'elles peuvent consacrer au domaine culturel. Par exemple, les centres culturels, ils sont souvent financés à moitié par la fédération Wallonie-Bruxelles et souvent à moitié par la commune avec l'aide de la province. Les bibliothèques aussi, par exemple, les communes peuvent créer des bibliothèques et soutenir les associations et la vie associative de leur commune. Et donc c'est aussi un niveau de pouvoir proche du citoyen important dans les politiques culturelles. Oui, c'est ça, le niveau local a vraiment, c'est vraiment lui qui est directement aussi, on va dire, sur le terrain et qui est là aussi alors pour jouer un rôle important. Tout à fait. Là, la bibliothèque de Verviers va être entièrement rénovée. Ils vont avoir un espace beaucoup plus agréable pour les gens qui veulent venir lire un livre, etc. sur place. Et donc ça, c'est quelque chose de très positif. Donc, encourager les gens à utiliser tous ces éléments qui sont mis à leur disposition, parce que d'une certaine manière, c'est aussi payé avec nos impôts, mais c'est pour quelque chose de positif. C'est qu'on puisse chacune, lire un livre, découvrir de nouvelles choses. Et je vais dire, on a tous à apprendre tous les jours de ce que la culture peut nous donner. Et on a besoin d'une société, comme je l'ai dit, on a besoin de culture comme de pain. Et si on était dans une société sans culture, je pense que l'humain ne pourrait pas vivre, parce que la culture, elle a ça d'être fondamentale dans le rapport à notre identité, dans la relation à l'autre, dans le regard sur le monde. Et c'est ça qui est vraiment important. Je ne sais pas si la dernière question que je vais te poser, tu n'y as pas déjà un peu répondu maintenant, mais est-ce que tu voudrais alors justement donner un message aux jeunes par rapport à tout ce qui est culture et socioculturel pour finir cette émission ? Oui, je dirais clairement que tous ces milieux-là, quand les jeunes sont passés à travers ces milieux, ils en sont ressortis avec des nouvelles compétences, de nouvelles idées, etc. Et donc, on a tout à gagner à ce que les jeunes puissent rentrer dans ces structures, parce qu'elles vont leur apporter énormément. Et s'il y a peut-être un danger, mais je n'ai pas envie d'ouvrir un nouveau débat là-dessus, mais un danger sur lequel moi je suis très attentif, c'est par exemple l'impact des jobs étudiants sur le secteur socio-culturel. Parce que le temps que des jeunes aujourd'hui mettent dans les jobs étudiants peuvent parfois enlever ce temps-là dans les milieux socio-culturels, et c'est déjà les retours qu'on a des organisations. Et donc, si moi j'organise mon temps, ils peuvent aussi organiser leur temps pour à la fois pouvoir travailler, puisque ça peut aussi amener quelque chose de positif en termes de compétences et d'apprentissage, mais aussi aller vers les milieux socioculturels, les maisons de jeunes, etc., où il y a vraiment des choses incroyables qui se font. Et chaque fois que je suis invité dans une maison de jeunes, je m'y rends et je découvre des choses incroyables. Donc, c'est super de ce point de vue-là. C'est ça, donc ton message, c'est s'organiser pour pouvoir s'ouvrir également à la culture. Tout ce qui se fait dans ces milieux-là, c'est vraiment important. Et si vous lisez le texte de loi en Fédération Wallonie-Bruxelles, la politique de jeunesse, c'est une politique culturelle. C'est dans la liste des matières culturelles. Donc il y a un lien direct. Ne l'oublions pas. C'est ça. C'est sur ces beaux mots que se clôture maintenant notre émission. J'espère que vous, autour de la table, ça vous a plu, ce petit débat, ce petit moment ? Oui, tout à fait. Oui. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Parfait, alors. J'espère que vous qui nous regardez et ou nous écoutez à la maison, ça vous a plu également. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur nos plateformes d'écoute et également en TV sur Vedia. Et si vous ne voulez manquer aucune information sur cette émission ou sur les prochaines, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit ceux de Vedia ou ceux de Scanner. Et donc, on vous dit à bientôt pour une prochaine émission et pour un prochain épisode de Politicaire. Salut tout le monde!